Salut les gars les filles. Halte à la gaudriole, trêve de blagounettes. Aujourd'hui, nous allons mener une enquête qui va nous plonger au cœur d'une des affaires les plus étranges de la musique. Comment quelques erreurs de calcul et quelques petits bouts de fer vont radicalement modifier notre culture populaire. Car toute la musique occidentale que nous écoutons, de Mozart aux Beatles en passant par la Lorraine, tous les chanteurs que nous aimons, tous chantent faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Intro. Mais pour mieux comprendre, il nous faut remonter aux origines, là où tout a commencé, à Athènes, en Grèce. Un bond dans le temps de 2500 ans. Dans l'Antiquité, le partage de la musique se fait exclusivement par voie orale, avec toutes les imprécisions et les erreurs que cela pouvait créer. En effet, un adagio dans le Péloponnèse pouvait se transformer en quelque chose de différent, arrivé dans les faubourgs d'Athènes. Ouais, super, ça commence. Vas-y Marcel, vas-y, fais péter les watts. Ouais, je vous fais une compo. Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Ferme ta gueule. Bravo, t'as la honte. Je vous préviens, je reviendrai. Et dans tout ce chaos, ces imprécisions et ce désordre musical, un jeune homme atypique, un certain Pythagore. Eh oui, le même qui va plus tard inventer le triangle isocèle équilatéral et même des Bermudes, est un garçon qui aime les choses bien rangées, bien ordonnées. Certains disent de lui qu'il est un peu maniaque, et afin de rendre tout cela parfaitement précis, Monsieur Pythagore calcule. Il compte, organise, et un beau jour, il invente la division des fréquences. Il invente la gamme. Il appelle ça la gamme pythagoricienne. La gamme moi-même. Oh, voilà le melon du mec déjà. On ne sait pas bien pourquoi, mais il va diviser les fréquences en 7 parties. Certains disent que c'est pour faire honneur aux 7 astres connus à l'époque, d'autres les 7 jours de la semaine, et certains disent que c'est à cause des 7 nains. En fait, on n'en sait rien du tout. Pythagore, après, laisse tomber la musique et se concentre sur l'algèbre. Choix de carrière qui se respecte. Mais il ne finit pas le travail. Certes, les notes ont une valeur numérique, mais aucun moyen de notation pour en transmettre l'information facilement. Pythagore n'a jamais rien écrit. C'est une grosse flemmasse. Alors du coup, son tableau reste pour les initiés, les mathématiciens et les amoureux du Trivial Pursuit. Rien ne bouge pendant 1500 ans. Et au Xe siècle, une partition, ça ressemble encore à ça. Des petites pattes de mouche qui disent « Vous chantez plus aigu ?» vous chantez plus grave, mais un petit peu comme ça. Dites-moi, vous, c'est mieux si vous la bouclez, ça nous ferait des vacances. Bon alors, un copiste, on sait pas qui, a eu l'idée d'ajouter des lignes qui donnent une valeur à la hauteur des notes, la portée. 100 ans plus tard, Guido d'Arezzo donne des noms aux notes et pour cela, il s'inspire de ce poème dont il prend les premières lettres de chaque ligne. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la première note, c'est pas Do. En fait, ils vont changer plus tard, parce qu'avec Ut, il y a des chansons, c'est pas facile. Tous en chœur. Mais la gamme pythagoricienne, tout Pythagore qu'il est, n'est pas exempt de tout reproche. En effet, d'un Do à l'autre, la division n'est pas parfaite. Du coup, on retombe pas sur ses pattes. Et ça coince sérieusement avec l'invention d'instruments comme la viole de gambe, la guitare, qui ont des petites barrettes de fer sur le manche. Ça s'appelle des frettes. Et ça divise les notes en parties absolument égales. Et ces instruments ne peuvent pas respecter la gamme de Pythagore. C'est pas possible de par leur conception. Du coup, on s'adapte, on rectifie, on fait des écarts, on rajoute des virgules. Et petit à petit, au XVIe siècle, se popularise une nouvelle gamme. La gamme tempérée. On passera donc de 7 à 12 notes avec la création du bémol et de l'hashtag, ce que nous on appelle le dièse. Et tout le monde occidental utilisera désormais cette nouvelle gamme jusqu'à aujourd'hui, et qui est fausse de par sa construction. Alors, c'est fini ? Non. C'est maintenant que ça devient incroyable.
qui, à cette époque, se fout de Pythagore et de Jean-Sébastien Bach? Beaucoup de monde en fait. Les Arabes avec leur quart de ton, les Chinois, les Indiens, chacun à sa gamme, mais aussi les Africains, victimes du commerce triangulaire. Ces esclaves qui sont forcés de travailler dans les plantations du sud des États-Unis, eux, n'ont le droit à rien. Ils n'ont accès à aucun instrument. Mais ils ont quand même apporté avec eux leur culture musicale, dans leur cœur, dans leur mémoire collective. Et dans les chants, ils chantent. Ils chantent sur leur gamme à eux, qui diffère de la nôtre. C'est pas énorme, hein. Des oreilles non averties feraient pas beaucoup la différence. Mais pour eux, cette légère dissonance va avoir, vous allez le comprendre, une importance capitale et va opérer dans le monde entier une révolution. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, tout va pas être simple dans le delta du Mississippi. En effet, les Noirs sont souvent pauvres, mais ils ont accès cette fois aux instruments tels que le banjo et la guitare. Rappelez-vous, des instruments tempérés. Ok, alors comment chanter des chansons avec une gamme africaine sur des instruments qui sont fabriqués pour une gamme occidentale? Il est là le problème. Et pour comprendre, guitare. Là où ça coince vraiment beaucoup, c'est au niveau de la troisième note, celle qu'on appelle la tierce. Dans notre gamme tempérée, elle peut exister dans deux états, majeur ou mineur. Tout le monde connaît ça ici et a déjà entendu ça. Mais dans les chansons des anciens esclaves, la tierce, en fait, elle n'est ni majeure ni mineure. Elle est quelque part entre les deux. Et quand les gars essayent de chanter leur chanson, ils n'arrivent pas à identifier sur l'instrument la note parfaite, la note juste de leur gamme ancestrale. Alors ils oscillent entre ça, et ça, et ça, et ça. Et donc ils mélangent les deux, et ça donne ça. Qui va donner naissance au jazz, qui va donner naissance au rock, et qui va même donner naissance à ça. En conclusion, qui a raison? Pythagore, les moines ou William Handy, le père du blues? Aujourd'hui, on le sait, grâce aux études sur l'analyse de la résonance naturelle des corps, les harmoniques. Donc qui a raison? Les Africains. Cette gamme est aujourd'hui appelée Just Intonation ou gamme naturelle. Et quasiment personne ne l'utilise au profit de la gamme tempérée qui est rentrée bien profondément dans nos inconscients collectifs depuis plus de 400 ans. Mais qui en soi est fausse. Toute la musique en Occident est fausse. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, sur j'aime parce que j'aime que vous aimiez. Et aussi abonnez-vous. Et la petite... Comme ça, vous serez averti d'une autre leçon. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. C'est pas dur le blues. Tu te mets dans un champ, tu cries,